Quoi de neuf sur AWS? Dans cet épisode du podcast AWS en français, nous allons parler d'IA générative un peu et voir comment ça peut vous aider, notamment à partir de la ligne de commande. On va parler de serverless, beaucoup, et puis on va parler de data, d'analytique et de stockage. Bienvenue dans l'épisode de cette semaine, c'est le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est tous les vendredis matins dans toutes les bonnes applications de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos collègues, notamment à vos amis, à partager sur les réseaux sociaux aussi. C'est comme ça que la communauté grandit. Nous serons en direct du Summit AWS, enfin en direct. On va enregistrer des épisodes avec des clients à partir du Summit. Donc si vous venez au Summit AWS à Paris, qui se tiendra dans 3 semaines, là, c'est bientôt le 9 avril prochain au Palais des Congrès à Paris. Vous nous verrez sur l'Expo Floor quelque part, avec notre petit studio. Enfin, studio, c'est un bien grand mot, avec une table et 4 micros, où j'aurai le plaisir d'accueillir plusieurs clients tout au long de la journée pour faire des épisodes qui seront diffusés par la suite. Donc n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, nous donner vos feedbacks, nous dire tout le bien que vous pensez du podcast AWS en français, ou tout simplement nous serrer la main et venir dire bonjour à nos invités également. Vous le savez, une semaine sur 2, nous parcourons l'actualité d'AWS. 3 groupes d'actualités pour vous cette semaine, un peu d'IA générative, beaucoup de données et un peu de serverless également. Et je commence avec l'IA générative parce que le dernier épisode What's New, c'était le vendredi 7 mars, a été enregistré relativement tard, mais pas assez tard. Il y a encore des trucs qui sortent juste avant l'épisode et que j'ai pas le temps de voir, que je découvre le lendemain matin quand l'épisode est publié. Et c'est le cas de Amazon Q Developer CLI, la ligne de commande, qui est cet outil qui m'a vraiment bluffé, qui m'a aidé ces 2 dernières semaines à développer. Donc Amazon Q Developer, c'est une expérience d'agent pour vous aider à développer à partir de la ligne de commande. C'est l'ancien Fig, si vous connaissez, qui a été racheté par Amazon il y a quelque temps, qui était un peu du code completion sur stéroïde, mais qui est bien plus que ça maintenant, et qui est capable de faire des choses incroyables, notamment de développer pour vous. Vous démarrez le chat dans l'appli, vous lui posez 2-3 questions, et il va créer des projets ou modifier les projets. C'est un agent, donc il ne va pas simplement interroger un LLM et répondre avec ce que le large language model lui dit, correct ou pas correct, mais il va aussi regarder quels sont les outils disponibles sur votre file system. Il va lancer des commandes comme brew pour installer des choses, ou la ligne de commande AWS. Il va générer du code sur plusieurs fichiers ou éditer du code. Et cet outil m'a bluffé, tout simplement. Et mes collègues aussi, on est pas mal à avoir partagé des vidéos ou des petits gifs animés de démos. Un projet que j'ai fait, c'est dans le cadre du podcast. Je voulais un workflow qui se déclenchait quand je dépose un fichier sur S3, qui fait une transcription du fichier podcast et puis qui envoie la transcription à un LLM pour faire le texte de description que vous voyez dans les applications de podcast ou sur le site web, et pour faire les messages sur les réseaux sociaux. Donc c'est 3 fonctions lambda différentes qui s'enchaînent, qui sont triguées, pardon pour le franglais, qui sont déclenchées quand un fichier arrive sur S3 et qui mettent le résultat sur S3. Et bien en lui posant cette question, il m'a généré tout le projet avec toutes les fonctions lambda, avec le script CDK pour pouvoir déployer. Pour la transcription, je lui avais demandé d'utiliser Whisper d'OpenAI en local sur les fonctions lambda. Il m'a généré le code pour installer les dépendances sur Whisper correctement et pour interagir avec les PI de Whisper. Et tout ça, ça marche à peu près correctement du premier coup. C'est pas, je vais être honnête, il faut faire quelques changements dans le code source, mais enfin 2 fois rien. Le type de changement que j'ai dû faire, c'est mettre les bons ID de modèles d'LLM que je voulais utiliser pour mes résumés, par exemple, parce qu'il a été prendre des choses un tout petit peu plus anciennes, un Claude 3 au lieu d'un 3.7, par exemple. Et le truc qui marchait pas, mais ça c'est de ma faute, c'est qu'essayer d'utiliser Whisper sur du CPU, sur Lambda, ça marche pas du tout. Il faut vraiment des GPU et il n'y a pas de GPU sur Lambda, mais ça c'était une erreur d'architecture de ma part. Une fois qu'on lui demande quelque chose, il le fait. Donc voilà, générer des scripts, générer des démos, générer des commandes AWS, ça fonctionne super bien et c'est en ligne de commande. Donc on peut le scripter par exemple, on peut l'intégrer dans des shell scripts plus ou moins compliqués.
c'est un outil qui, pour la première fois depuis qu'on parle d'assistant de codage, m'a un peu laissé waouh, et je vous invite à le découvrir. Ça s'appelle Amazon Q Developer sur la CLI, la command line. Tant qu'on parle d'IA, deux petites news vite fait comme ça. DeepSeek R1 est maintenant disponible sur Amazon Bedrock. Certains vont me dire oui, mais il était déjà disponible avant. Oui, mais il était disponible sur la marketplace, c'est-à-dire il fallait le déployer sur une machine réservée pour vous. Et ça peut coûter assez cher, plus de $1000 par jour. Maintenant, il est disponible en serverless, comme les autres modèles de Mistral ou de Claude, par exemple, sur Bedrock. Donc avec Bedrock, vous payez juste les tokens entrants et sortants. En général, c'est de l'ordre de quelques dollars par million de tokens rentrants ou sortants. Il supporte le Converse API également. Donc, si vous voulez essayer ce modèle chinois qui est assez étonnant, DeepSeek R1 est disponible sur Bedrock. Et puis encore une dernière chose sur Bedrock. La collaboration multi-agent est maintenant généralement disponible. On l'avait annoncé à reInvent en preview. Donc la collaboration multi-agent, c'est la possibilité d'écrire des agents justement qui font des tâches. J'ai vu une bonne définition sur LinkedIn cette semaine. Et elle est de quelqu'un de chez Sphere, que je salue, qui disait un assistant assiste, un agent agit. Et bien c'est exactement ça. Les agents, c'est du code que vous écrivez qui va utiliser des LLM pour comprendre quel outil, quel API appeler, comment mapper, extraire des informations des prompts et les mapper vers les paramètres d'une API. Mais un agent, c'est quelque chose qui peut agir sur votre environnement, soit en appelant des API, en faisant des recherches, en invoquant des outils, etc., etc. Eh bien, il y a maintenant moyen de définir des agents comme des fonctions lambda dans Bedrock et surtout de collaborer entre agents, c'est-à-dire que l'output de l'un passe à l'input de l'autre. On parlera plus des agents dans le podcast AWS en français un peu plus tard. Je suis en train de vous préparer un épisode où on ne parlera que de ça. C'est quoi un agent ? Pourquoi c'est important de savoir comment les faire, comment les utiliser, comment les orchestrer. Ça sera pour dans quelques semaines. Plein de nouveautés côté serverless également, avec au moins 3 nouveautés qui se passent quasiment toutes du côté de Visual Studio Code. J'espère que c'est l'IDE que vous utilisez, parce que si oui, il y a des bonnes nouvelles pour vous. Donc la première, c'est que le répertoire de patterns qui s'appelle Serverless Land est maintenant disponible directement dans Visual Studio Code via le plugin standard AWS, donc l'AWS Toolkit. Si vous l'utilisez déjà, il n'y a rien à installer, il faut juste qu'il soit à la dernière version. Donc Serverless Land, c'est un site web qui est un répertoire de patterns en serverless. Donc si vous voulez résoudre des problèmes relativement classiques déjà résolus par les autres, comme il y a les software design patterns, mais il y a des patterns pour le serverless également. Comment utiliser des queues, comment faire du fanout, comment faire du throttling, comment utiliser un load balancer avec lambda as target, etc. Il y a des dizaines et des dizaines, des centaines, même 910 patterns sur le site Serverless Land, et maintenant elles sont disponibles depuis Visual Studio Code, donc vous pouvez les chercher. Et quand vous avez trouvé la bonne, vous cliquez et ça vous scaffold, ça vous crée un projet déjà pré-implémenté avec ce pattern et tous les services qui vont autour, donc des queues, des API Gateway, des Step Function, Event Bridge, et puis bien d'autres. Tant qu'on est dans Visual Studio Code, vous pouvez maintenant également concevoir vos flux dans Step Function graphiquement depuis le plugin qui est fourni avec la AWS Toolkit. Donc vous pouvez dessiner vos workflows d'orchestration. Vous avez une palette d'outils qui sont les événements qui peuvent générer un workflow ou les API que vous pouvez appeler. Et quand vous dessinez votre workflow par assemblage de boîtes et connectez des boîtes graphiquement sur l'écran, eh bien il vous génère le JSON correspondant, le ASL, le Amazon State Language correspondant. Et ça marche dans les deux sens. Si vous modifiez le state language, ça modifie le graphe. Vous pouvez déployer, vous pouvez tester également. Il y a une nouvelle API sur Step Function qui s'appelle le
Test State API qui vous permet de tester l'enchaînement entre les steps ou de tester un test de façon unitaire depuis votre IDE directement sur le cloud, sur le déploiement. Et donc vous pouvez voir les paramètres en entrée, les paramètres en sortie et ainsi débugger votre workflow. Et je trouve ça vraiment cool. Et puis quand on débug, et c'est la dernière nouveauté pour Lambda cette semaine, après on passera à autre chose, souvent on veut voir les logs sont dans CloudWatch Logs, mais il faut ouvrir la console de CloudWatch Logs, donc c'est pas très pratique. Avec SAM, si vous utilisez SAM, vous aviez déjà depuis la ligne de commande un SAM log et même un SAM logtail qui permet, vous savez, de garder la commande ouverte et elle continue d'imprimer les logs au fur et à mesure qu'ils arrivent. Ça c'était pour SAM, mais si vous n'utilisiez pas SAM, vous étiez un peu coincé. Et bien maintenant, de nouveau, grâce au plugin dans l'IDE de Visual Studio Code, vous avez un CloudWatch Log Live Tail, c'est-à-dire vous pouvez avoir une fenêtre qui s'ouvre sur vos logs CloudWatch et cette fenêtre reste ouverte et va ajouter automatiquement les logs au fur et à mesure qu'ils apparaissent dans CloudWatch. Donc ça c'est super pratique quand ton debug et c'est vraiment disponible à partir d'un seul clic dans Visual Studio Code. Et puis je vous ai dit qu'on parlerait data également, ben oui, parce que la semaine passée c'était le jour de Pi, comme le disent nos collègues des États-Unis, puisque là-bas ils utilisent les dates un peu à l'envers, avec le mois d'abord et le jour après. Et hier c'était le 14 mars, en américain c'est 3-14, et 3-14, les geeks et geekettes que vous êtes savent que c'est Pi. Donc c'est l'anniversaire d'S3 également. S3 avait 19 ans la semaine passée, j'espère que vous lui avez souhaité un bon anniversaire si vous l'avez croisé dans une console AWS. Et depuis 5 ans, on utilise Pi Day et l'anniversaire d'S3 comme un prétexte pour organiser une conférence online qui est d'ailleurs encore disponible. Vous pouvez vous connecter. Vous avez l'adresse dans les notes de ce podcast. Et pendant cette conférence, on a fait toute une série d'annonces autour d'S3 et autour de la data que je vais essayer de résumer très rapidement. La première et la plus grande, c'était que la nouvelle génération de SageMaker qui était en preview depuis reInvent 2024 est maintenant disponible, generally available. Donc on a repensé SageMaker de bout en bout pour être l'endroit pour traiter vos données, que ce soit les recevoir, les nettoyer, les explorer, les agréger, lancer des modèles, des entraînements de modèles. C'est votre console, votre IDE pour traiter les données. Il n'y a pas besoin d'avoir un compte AWS pour distribuer, laissez-moi rephraser ça, il n'y a pas besoin d'avoir un utilisateur IAM pour accéder à cette console. L'administrateur de SageMaker Studio peut créer un single sign-on avec votre single sign-on d'entreprise et c'est l'endroit où vous pouvez gérer vos lakehouse, qu'ils soient sur Redshift ou sur S3. C'est l'endroit où vous pouvez gérer votre catalogue de données avec Glue et SageMaker Catalog. C'est l'endroit où vous avez ce nouveau studio unifié qui s'appelle Amazon SageMaker Studio. Ça s'intègre avec Amazon Bedrock évidemment. Amazon Q Developer est là aussi pour vous aider à taper des queries SQL et autres. Donc si vous utilisez des données sur AWS, SageMaker est the place to be, comme on dit, avec différentes nouveautés. Dans lakehouse, un des trucs que j'aime bien, c'est que il permet de gérer des lakehouse, qu'ils soient sur S3 ou sur Redshift, donc d'avoir un seul endroit pour gérer vos lakehouse, quel que soit l'endroit physique. Capable de faire des queries in place au format Apache Iceberg, capable de s'intégrer aussi avec des données qui viennent de différentes applications comme Salesforce, Facebook, Instagram Ads, ServiceNow, certaines applications de SAP, Zendesk, Zoho, le CRM. Allez jeter un coup d'œil, essayez-le. Il y a vraiment que ça à faire et il y a plein d'articles de blog et de tutoriaux en vidéo pour vous aider à démarrer avec SageMaker. Mais SageMaker n'était pas tout dans Pi Day. Il y avait également Amazon S3 qui avait son lot de nouveautés. Alors vous le savez, on a annoncé, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, les tables S3, donc un nouveau type de bucket optimisé pour stocker des données tabulaires au format Apache Iceberg. Il y a une série de nouveautés. D'abord l'intégration d'S3 tables avec SageMaker Lakehouse. Donc SageMaker Lakehouse peut voir vos buckets S3 tables comme un data lake, ce qui a fait beaucoup de sens évidemment.
Quoi d'autre? Une nouvelle API qui s'appelle Iceberg REST Catalog. Donc Iceberg REST Catalog, c'est une API standard qui permet aux outils de catalogue d'interroger vos sources de données à Apache Iceberg, et donc S3 Table maintenant les implémente aussi. Donc si vous utilisez des outils tiers pour gérer vos catalogues de métadonnées sur vos tables, eh bien S3 Table pourra faire partie de ce que vous voyez dans vos outils tiers également. Vous avez accès à Athena directement depuis la console S3. Donc quand vous êtes sur un S3 Table dans la console S3, vous pouvez maintenant directement ouvrir la console Athena, que ce soit pour créer une table ou pour faire des queries. Et puis en parallèle d'S3 Table, on avait annoncé à reInvent également S3 Metadata, un endroit simple et rapide pour stocker les métadonnées de vos fichiers dans S3. Souvent, vous voulez mettre des tags custom sur Metadata, ce qui est possible avec les S3 tags, mais vous nous disiez que c'était assez cher, parce que les tags c'était relativement cher sur S3, donc on a annoncé qu'on baissait le prix des tags sur S3 de 35% pour donc ainsi faciliter, ou en tout cas rendre plus abordable l'intégration avec Amazon S3 Metadata. Voilà, c'était vraiment à un super haut niveau le contenu de l'API, du Pi Day, de la journée de Pi qui s'était tenue le 3-14. C'était un événement online virtuel et les vidéos sont évidemment encore disponibles. Je vous mets les liens dans les notes de ce podcast. Voilà pour l'essentiel de l'actualité AWS que j'ai retenu pour vous les 2 dernières semaines. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS jusqu'au bout. Cette semaine, la semaine prochaine, on aura non pas un, mais 2 épisodes. Un qui est toujours en cours de validation, donc je me risque pas encore à vous dire ce que c'est, peut-être qu'il sera retardé, mais voilà, mais sinon il y en aura un autre, on sera là de toute façon. Et puis il y aura un épisode de Women in Tech également où on parlera d'une association qui s'appelle Article 1, et on associera cet épisode avec une campagne mondiale qui s'appelle le Podcaston, où différents podcasts sur la planète, plus de 3000 podcasts, mettent en avant une association, et pour nous ça sera Article 1. Vous découvrirez ça mercredi prochain dans toutes les bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, n'oubliez pas, quoi que vous codiez, codez-le bien.